Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2071 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 26 décembre avec un anniversaire aujourd'hui, c'est celui de Hugo Lloris, capitaine de l'équipe de France. Il fête aujourd'hui ses 36 ans, bon anniversaire à lui. Il a fait plutôt une bonne Coupe du Monde malgré l'absence des tirs au but où, comme d'habitude, il est très décevant dans cet exercice-là. C'est son anniversaire, on lui souhaite un joyeux anniversaire à Hugo Lloris. C'est une petite déclaration d'Antonio Conte, le coach de l'équipe de Tottenham par rapport à son joueur Hugo Lloris, par rapport à sa Coupe du Monde. Donc Hugo a montré lors de cette Coupe du Monde qu'il était un gardien de but fantastique. Il est le capitaine de l'équipe de France et je pense que c'est une grande réussite d'atteindre la finale. Voilà ce qu'a pu dire Antonio Conte sur Hugo Lloris. Et toujours avec Antonio Conte sur le Boxing Day. Aujourd'hui c'est le Boxing Day, c'est le retour de la Première Ligue, on va en parler là dans quelques secondes. Il a dit c'est une situation très étrange, pour être honnête le fait de jouer si vite, seulement une semaine après la finale de la Coupe du Monde ne me rend pas très content. Il a dit ça en conférence de presse, c'est vrai parce que aujourd'hui c'est le Boxing Day, c'est les matchs toujours qu'il y a en fin d'année du côté de l'Angleterre entre Noël et le jour de l'an. Et la Première Ligue est de retour aujourd'hui, voilà c'est fini la Coupe du Monde, maintenant les championnats reprennent et ce championnat anglais reprend. Donc quelques photos voilà, de la première partie de saison du côté du championnat anglais. Et concernant ce Boxing Day, on peut voir que ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe à la rentrée après le dessert. Le dessert c'était la finale de la Coupe du Monde et maintenant c'est le plat de rentrée. Bien sûr on rentre de nouveau dans les championnats. Donc seulement 8 jours après la finale de la Coupe du Monde, la Première Ligue anglaise et le premier grand championnat reprend un Boxing Day très spécial pour le leader Arsenal qui reçoit West Ham dès ce soir. Les Gunners se trouvent sous la menace de Manchester City, d'un Erling Haaland aussi reposé qu'ambitieux. Donc voilà les gars, c'est le retour de la Première Ligue. On parlait de Tottenham juste avant avec Hugo Lloris et Antonio Conte parce qu'ils jouent là dans quelques minutes. À 13h30 cet après-midi, Tottenham ira défier l'équipe de Brentford chez elle. À 16h on peut voir le multiplex, Crystal Palace, Fulham, Everton, Wolverhampton, Leicester, Newcastle, Southampton, Brighton. À 18h30, Aston Villa recevra l'équipe de Liverpool. Je crois qu'Emiliano Martinez ne sera pas là, bien sûr le gardien de l'Argentine, dans les cages de Aston Villa. Et ce soir, Arsenal, leader, recevra l'équipe de West Ham. Concernant Chelsea ou même Manchester United, ils joueront demain. Et concernant Manchester City, ils joueront après-demain, mercredi. Ça sera contre Leeds United pour les Citizens. Et un petit coup d'œil au classement de cette Première Ligue avant le Boxing Day qui commence là cette semaine. Donc c'est toujours Arsenal en tête devant Manchester City. Il y a quand même 5 points d'écart entre Arsenal premier et Manchester City deuxième. Donc Newcastle troisième, Tottenham quatrième et l'équipe de Manchester United cinquième de ce classement de PL. On peut voir que Nottingham Forest, Southampton, Wolverhampton sont les 3 derniers actuellement. Ce seraient des équipes qui joueront en Championship la saison prochaine. Et concernant ce classement que j'ai montré, qui est là sur la colonne de gauche 2022 et le classement 2021 avant le Boxing Day, on peut voir en gros les équipes qui performent cette année, contrairement à la saison dernière. Par exemple, il y a Arsenal, actuellement ils sont leaders. La saison dernière, avant le Boxing Day, avant le premier match qui se joue au Boxing Day, ils étaient classés 6e. Ils avaient quand même quasiment 9 points de retard. Donc voilà, ça va beaucoup mieux pour Arsenal. Bon, City toujours très bien classé. Là, ils sont 2e. La saison dernière, c'était premier. Ils avaient même remporté le championnat à la fin du compte. Newcastle, là, ils sont 3e cette saison. La saison dernière, avant le Boxing Day, ils étaient 10e avant le rachat par l'Arabie Saoudite, bien sûr, où ça a porté pas mal de fonds au club. Ils ont su acheter des joueurs très intelligemment dans ce groupe. Puis après, voilà, maintenant ils sont 3e. Et Tottenham, 4e cette saison. Ils étaient combien? La saison dernière, ils étaient 7e. Voilà, par exemple, Liverpool la saison dernière qui était 2e cette année. Ils sont 6e. Ou même Chelsea, qui est la saison dernière, qui avait 36 points cette saison avec le Boxing Day. Ils ont 21 points. Donc 15 points de retard par rapport à la saison dernière pour l'équipe des Blues. Donc voilà, le classement bien sûr 2022-2021 avant le Boxing Day du côté de l'Angleterre. Et c'est vrai que les équipes qui sont souvent en tête du championnat lors du Boxing Day remportent souvent le championnat à la fin du compte. On peut voir il y a seulement une équipe, Liverpool, et ça est arrivé quand même 3 fois en 2013, 2014, en 2018, 2019 et 2020, 2021 où ils ont terminé hors la première place, 2 fois 2e et 1 fois 3e en 2020, 2021. Sinon que ça soit Chelsea, que ça soit Leicester en 2015, 2016, que ça soit Manchester City, à chaque fois qu'ils ont été leaders au Boxing Day, ils ont gagné le championnat à la fin du compte. Donc on verra ce que ça va donner pour les Gunners. L'état de forme des 20 équipes du côté du championnat anglais. Donc on peut voir en gros les 5 derniers matchs. Donc W bien sûr, c'est victoire, D c'est match nul et L c'est lose, donc défaite. Donc voilà, Arsenal, Manchester City. On peut voir que Manchester City reste sur une défaite. C'est quoi cette défaite? Souvenez-vous, c'était le dernier match avant de la Coupe du Monde. C'était en Première Ligue. Ils avaient perdu 2-1 contre l'équipe de Brentford le 12 novembre dernier. Donc c'est ça qui reste sur une défaite. C'est pour ça que City après-demain doit prendre des points. Surtout que si Arsenal s'impose ce soir,
Il y aura quand même quasiment 8 points d'écart entre Arsenal et Manchester City. Donc voilà l'état de forme des 5 premiers de Première Ligue. On peut voir après de la 6e jusqu'à la 10e place, on peut voir quand même un certain Liverpool qui va un petit peu mieux, il reste sur 2 victoires, ou l'équipe de Chelsea qui reste sur quand même 5 matchs sans victoire en Première Ligue. Chelsea c'est une catastrophe, il reste sur 3 défaites et 2 matchs nuls, il faut prendre des points. Ils jouent eux demain l'équipe des Blues. On peut voir de la 11e jusqu'à la 15e place l'état de forme des équipes, et après là c'est vraiment les équipes bas de tableau. Donc par exemple Wolverhampton sur les 5 derniers matchs, 4 défaites, 1 match nul. Attention à cette équipe de Wolverhampton qui pourrait jouer en 2e division l'année prochaine. Et toujours avec cette Première Ligue, vu que voilà, c'est le retour, il y a beaucoup d'infos. Donc meilleur buteur et meilleur passeur cette saison avant les matchs aujourd'hui et dans les prochains jours. C'est toujours bien sûr Haaland, le meilleur buteur avec 18 buts devant Harry Kane, 12 buts, et Ivan Toney, 10 buts. Et concernant les meilleurs passeurs, de nouveau un joueur de Manchester City en tête, Kevin De Bruyne, 9 passes D, devant Saka, Jesus Silva ou même Alex Iwobi, le joueur de Everton. Il y a aussi du championnat, de Championship, 2e division anglaise aujourd'hui. Voilà toutes les affiches qui se joueront là, 13h, 13h30, 16h, 18h15 ou même 20h45. On parlera rapidement aussi de ces résultats. Je vous montrerai tous les résultats demain. Et il y a aussi de la Ligue 2 aujourd'hui, retour du championnat français, la Ligue 2 avec Annecy Saint-Etienne. Saint-Etienne, bon dernier du championnat, ils doivent absolument se ressaisir, sinon ils joueront en National 1 la saison prochaine à 17h. On peut voir un match à 19h, Le Havre contre Bordeaux, 2 équipes très bien classées. Je crois qu'ils doivent être dans les 2 premières places, ces deux-là. Et sinon, c'est le multiplex à 21h. On parlera aussi rapidement demain de tous ces résultats de la Ligue 2. Concernant la Ligue 1, c'est le retour le 28 décembre, donc après-demain, un mercredi, retour de la Ligue 1, un petit coup d'œil au classement. Avant ce retour, le PSG en tête devant l'équipe de Lens. N'oubliez pas qu'il y aura un Lens-PSG prévu le 1er janvier, dans quelques jours. Donc voilà, c'est passionnant. Rennes 3e, Marseille 4e et Lorient 5e. Donc là, le championnat de Ligue 1 sera le 2e championnat à reprendre après celui de Première Ligue. Ensuite, l'autre championnat qui reprendra un jour après, c'est le championnat espagnol qui reprendra jeudi avec quelques affiches. Donc le Barça en tête, le Barça toujours 2 points sur le Real Madrid. Donc le Real jouera vendredi, le Barça jouera samedi, l'Atlético eux joueront jeudi. Concernant l'autre championnat, après notre grand championnat qui prendra, c'est le championnat italien le 4 janvier 2023. Du coup Naples, toujours en tête, ils ont quand même 8 points d'avance sur l'équipe de l'AC Milan, la Juventus 3e, Lazio 4e et l'Inter Milan 5e. Donc voilà ce classement, quand même Naples bien sûr a quand même pris les devants. Et concernant le dernier gros championnat à reprendre, lui c'est dans quasiment un peu moins d'un mois, c'est le championnat de Bundesliga qui reprendra le 20 janvier 2023. Donc là encore une bonne... Eux ils ont la trêve, ils ont la trêve hivernale où le Bayern domine ce championnat avec 4 points d'avance sur Fribourg. On peut voir Leipzig, Francfort ou même Union Berlin qui complètent ce top 5. On continue toujours avec les championnats, tout ça, avec la reprise. Par exemple, tiens, cette photo de l'illustration BR Football. Voilà, de temps en temps, je vous montre, ils font des très belles illustrations par rapport au retour du championnat, avec aussi ce qui s'est passé en Coupe du Monde. Voilà, tout ça cumulé. On peut voir Mati Cash au-dessus de la cheminée avec le maillot Mbappé et Messi, parce qu'il est changé. Lors de Argentine, Pologne, France, il a changé son maillot avec Messi et Kylian Mbappé. On peut voir sinon tous les autres photos. Donc, par exemple, tiens, Harry Kane qui tire, mais malheureusement, il ne cadre pas, il tire à côté. C'est par rapport à son penalty loupé contre l'équipe de France lors de la Coupe du Monde. On peut voir aussi cette fois-ci les illustrations, cette fois-ci 2 championnats, le championnat de Ligue 1 et le championnat de Liga confondus. On peut voir Messi qui met au-dessus du sapin le trophée de la Coupe du Monde. On peut voir Ramos avec tous les cartons jaunes, cartons rouges qu'il a pu obtenir. Mbappé, Rodrigo de Paul qui surveille Kylian Mbappé. Donc le retour de la APL et de la Liga, la Liga et la Ligue 1. Et on peut voir sinon les autres championnats comme le championnat allemand et le championnat italien. Voilà, avec aussi pas mal de petites illustrations par rapport à ça. Toujours avec Noël. Hier c'était Noël, donc j'espère que vous avez j'espère que vous avez fêté plutôt un bon Noël hier. Et la famille Messi vous souhaite un joyeux Noël. Donc voilà, quelques photos de footballeurs lors de cette journée du 25 décembre hier. Donc voilà, la famille Messi qui doit être très très content. C'est Noël, c'est toujours bien sûr dans une année. Puis en plus il y a ce titre de champion du monde pour Léo. Du côté aussi de la famille Aurel Di Maria aussi, il nous souhaite un joyeux Noël. Donc avec un gros panneau, on peut voir la Coupe du Monde. Et on peut voir, regardez sur Aurel Di Maria, sur sa story Instagram.
Donc tous les couverts, on peut voir une assiette avec le trophée de la Coupe du Monde en plein milieu. Les frères Mbappé vous souhaitent un joyeux Noël également, donc on leur souhaite aussi un joyeux Noël bien sûr à Ethan et Kylian Mbappé. Et une petite photo quand Kylian Mbappé s'était déguisé en Père Noël pour faire la surprise aux enfants lors de la fondation PSG, c'était il y a quelques années, je crois que c'était en 2019. Giroud et sa petite famille pour Noël aussi, quelques jours de vacances aussi pour Giroud qui a fêté bien sûr Noël en famille. La même chose pour la famille Zidane également, voilà, toute la famille bien sûr présente ensemble pour fêter ça. La même chose pour la famille de Mohamed Salah, je vous souhaite également un Noël. La même chose pour Neymar, les gars, Neymar qui est actuellement à Paris, on peut voir son sapin, regardez juste à côté, la tour Eiffel, la tour Eiffel en miniature, mais voilà, plutôt pas mal. Donc on souhaite bien sûr un joyeux Noël aussi à Neymar. Pareil pour Manuel Neuer avec ses béquilles, n'oubliez pas qu'il s'est fracturé le tibia au ski, donc il est blessé jusqu'à la fin de saison. Manuel Neuer, il ne goalera pas contre le Paris Saint-Germain lors double match des huitièmes de finale, donc on lui souhaite bon rétablissement, on lui souhaite aussi un joyeux Noël. La même chose pour Thibaut Courtois, notre gardien, le gardien du Real Madrid, Dani Carvajal, on peut voir aussi Lewandowski avec Anna Lewandowska, elle s'appelle comme ça sa femme, et bien sûr ses deux enfants. La même chose pour Marco Asensio, ou même Hugo Ekitike qui a fait des heureux pour Noël, donc en gros il a offert un maillot à toute sa famille, numéro 44, son flocage avec Hugo Ekitike, voilà, le beau cadeau bien sûr de l'attaquant parisien. On peut voir aussi Alphonso Davids avec ses parents, même son frère et son père, ou même Erling Haaland, les gars, en mode nouvelle tenue, voilà, Erling Haaland, tenue vestimentaire avec, je sais pas ce que c'est plein de petits cœurs. Donc voilà, quelques photos, il y en a encore plein d'autres, je vais pas vous montrer tous les footballeurs ce qu'ils ont fait lors de Noël, voilà quelques photos du jour de Noël hier. Une semaine déjà, c'est vrai qu'on est lundi, puis il y a exactement 8 jours, c'était la finale de la Coupe du Monde, malheureusement perdue, voilà, enfin pour moi, voilà, malheureusement perdue pour les Bleus. Et cette pétition, souvenez-vous, des Argentins pour demander aux Français d'arrêter de pleurer, monte à plus de 250 000 signatures, c'était le 24 décembre, parce qu'actuellement, là, en ce 26 décembre, donc elle a encore plus de signatures, il y a plus de 570 000 personnes qui ont signé la pétition voilà, pour que la France arrête de pleurer après sa défaite en finale de Coupe du Monde. Donc voilà, elle a été beaucoup signée, cette pétition. On revient les gars sur Léo Messi qui a fini le jeu, c'est vrai que Messi les gars, avec la Coupe du Monde, avec 7, voire certainement le 8e ballon d'or qu'il va remporter l'année prochaine, et aussi pas mal de souliers d'or, puis voilà, aussi les trophées, les autres trophées individuels, même les autres trophées collectifs qu'il a remportés. Alors c'est vrai que Messi, on peut dire qu'il a fini le jeu du football. Toujours avec Messi, donc Salt Baye, vous savez ce boucher turc qui était présent lors de la finale. La Coupe du Monde était même présent lors de la parade voilà, des joueurs argentins dans le stade, voilà, du côté du Qatar. Du coup, il a même touché le trophée. On peut voir qu'il est légèrement intrusif et forceur avec Léo Messi après la victoire. Donc, il lui tire le bras alors que Messi, voilà, il fait tout ça avec sa famille, avec ses copains. Donc, bon, une petite info concernant Salt Baye. Toujours avec Léo Messi, même l'Argentine. Donc, en Argentine, les tatouages en hommage à Lionel Messi se multiplient après la victoire au mondial. C'est vrai que souvent, ces derniers jours, je vous montre pas mal de tatouages envers surtout Léo Messi, donc c'est vrai que ça s'est multiplié énormément avec la victoire. Il y en a beaucoup qui se sont fait un tatouage voilà, de trophée de la Coupe du Monde, ou par exemple le visage de Léo Messi, ou par exemple tiens, cette supportrice argentine avec les gants de Martinez, avec les 3 étoiles. Elle a fait aussi quelques arrêts, voilà, donc, enfin l'arrêt de Martinez aussi lors de cette Coupe du Monde. Toujours avec Léo Messi, je vous avais dit il y a quelques jours qu'il y avait une rumeur, en gros, que Messi voulait présenter le trophée de la Coupe du Monde au Parc des Princes. On peut voir que Léo Messi n'a pas demandé au PSG de présenter le trophée de la Coupe du Monde au Parc des Princes. En gros, c'était une fake news. Donc voilà, enfin je vous redis la vérité. Concernant Robert Lewandowski sur Lionel Messi, donc il a dit il a tout accompli dans le football, il est le meilleur footballeur du monde et maintenant il en profite. Je peux imaginer ce que cela signifie pour lui et pour le pays de remporter une Coupe du Monde, bien sûr. C'est totalement fou. Toujours avec Lewandowski sur Mondo Deportivo par rapport toujours à Messi, cette fois-ci par rapport au futur ballon d'or. Il dit Léo est maintenant en première position, c'est certain, pour remporter ce ballon d'or 2023. Donc la Coupe du Monde décide qui va le gagner cette saison et Léo est maintenant le grand favori. C'est vrai qu'il devrait remporter normalement le 8e ballon d'or de sa carrière. Léo Messi là dans quelques mois, et toujours avec Robert Lewandowski sur Léo Messi. J'aimerais jouer avec Messi avant de prendre ma retraite. En comparaison avec d'autres temps, c'est maintenant le footballeur avec lequel tout attaquant rêverait de jouer à ses côtés. Ça, ils auraient pu jouer ensemble, mais si Messi n'aurait pas quitté l'équipe du Barça, parce qu'on sait que Messi depuis il a quitté l'équipe du Barça pour aller au PSG, et dans le sens inverse, donc lui Lewandowski est arrivé du côté du FC Barcelone. Une fresque de Messi jusqu'à dans les rues de Mumbai, donc en Inde, c'est vrai qu'il est partout, partout dans la planète il y a des fresques murales avec l'effigie bien sûr du GOAT numéro 10, Léo Messi. Graham Souness, donc c'est un ancien joueur
écossais, un ancien joueur par exemple de l'équipe de Liverpool, sur les célébrations de Martinez. Il a dit Martinez s'est fait honte, il a fait honte à son pays, il avait l'air d'un vulgaire clown. Si c'est pour cela qu'il veut qu'on se souvienne de lui, alors que Dieu nous aide tous, voilà, par rapport à tout ce qu'a fait en gros Martinez, par rapport à ça, par rapport aussi à ce qu'il a, le chambrage par rapport à Kylian Mbappé et tout ça. Donc voilà ce que dit tout simplement cet ancien joueur de Liverpool sur le gardien d'Aston Villa. On va parler cette fois-ci de l'arbitre chargé de la VAR pour Argentine-France lors de la finale, donc Kwiatkowski, donc c'était un arbitre polonais. N'oubliez pas que l'arbitre l'arbitre principal était polonais et bien sûr ses adjoints, tout ça, c'était aussi des Polonais. Et celui qui était à la VAR, donc une situation difficile à juger par rapport à soi-disant, enfin voilà, il y en a qui disent que c'est une simulation, il y en a qui disent qu'il y avait faute sur, je crois que c'est Marcus Thuram. Donc sans aucun doute, la simulation de Thuram, dès que Sismond, donc l'arbitre de la rencontre, a décidé de la simulation, j'ai dit qu'il devait arrêter le jeu et que nous devions d'abord vérifier s'il y avait vraiment en simulation ou non. Donc il n'a pas eu le temps parce que l'arbitre a pris directement sa décision de mettre un carton jaune pour simulation. Mais voilà, du côté de la VAR, ils n'étaient pas si sûrs que ça, en gros, que c'était une simulation. Il fallait plus regarder les images pour voir si plutôt il n'y avait pas faute. Et peut-être du coup pénalty pour l'équipe de France. Ou Tough Contexte Football, vous savez, ce Twitter où je vous montre de temps en temps, ils mettent des photos un peu parodiques. Donc voilà, ça c'est contre nous, contre l'équipe de France, où on pensait bien sûr que c'était la Coupe du Monde, mais si on met les lunettes, non, c'était une baguette de pain bien sûr. Donc peut-être ça sera en 2026 la 3e Coupe du Monde pour les Bleus, on espère. 615 millions, c'est quoi ce chiffre? Donc le mondial récemment disputé au Qatar a généré environ plus de 615 millions d'euros de mise en ligne en France, du jamais vu en gros. C'est les paris sportifs, il y a eu plus de 615 millions de paris sportifs seulement en France sur la dernière Coupe du Monde, c'est énorme. Donc en comparaison, le montant misé durant la Coupe du Monde 2018 s'était élevé à seulement, enfin c'est déjà pas mal, à 366 millions d'euros. C'est quasiment le double par rapport aux paris sportifs sur cette Coupe du Monde que sur lors de la Coupe du Monde en Russie en 2018. On va parler de Karim Benzema qui nous a manqué en équipe de France. J'aurais bien voulu le voir, bien sûr, un KB9 en plus avec ce statut de meilleur joueur au monde. Donc bref, une seule direction. Voilà, en gros, c'est la dernière story de Karim Benzema. Vous savez qu'il met toujours des stories avec des phrases énigmatiques. Donc la dernière, voilà, c'est ça. Une seule direction pour Karim. Mais bon, on peut le voir avec l'équipe entière du Real Madrid. C'est-à-dire en gros qu'il se concentre maintenant à 100% sur l'équipe madrilène. De toute façon, il a dit qu'il avait pris sa retraite internationale avec l'équipe de France. Et un mythe s'effondre. Pour la première fois depuis janvier 2019, Benzema a joué sans son bandage à la main. C'était en fin de semaine, je crois que c'était vendredi. Il a joué un match amical. Et c'est vrai que depuis longtemps, on sait qu'il joue avec un bandage sur la main droite. Et on peut voir que là, il a joué sans son bandage. Donc voilà, petite info. Je crois que c'est par rapport à son petit doigt qui est blessé. C'était blessé il y a longtemps. Donc c'est pour ça qu'il devait jouer à chaque fois avec un bandage. Puis là, lors du dernier match, il n'a pas joué avec le bandage. On verra si les prochains matchs, il le reportera ou non ce bandage. Et concernant une autre blessure de Karim, parce qu'avec le bandage, bien sûr, ou même son doigt, il peut encore jouer au football. Mais voilà, ça l'a gêné. Une autre blessure l'a gêné pour jouer la Coupe du Monde, on le sait. Et dans un carnet de bord tenu par Guy Stéphane, donc l'adjoint de Didier Deschamps, publié par le journal Le Parisien, donc samedi avant-hier, on apprend davantage concernant le cas Benzema et comment a été géré son départ de Doha après sa blessure. Donc Guy Stéphane, l'entraîneur adjoint, on peut voir. Donc un gros coup dur pour l'équipe de France, il a mis dans son carnet. Donc malheureusement Karim Benzema va se blesser, écrit l'adjoint des Bleus dans son carnet de bord. Les examens qu'il passe dans la soirée confirment la lésion à la cuisse. Il va nous quitter très tôt le lendemain matin pour Madrid. Nous sommes peinés pour lui car cette Coupe du Monde était un objectif. Donc c'est un gros coup dur pour l'équipe de France compte tenu de son aura et de son talent. Mais on n'a pas le choix, il faut rester positif et ne pas tomber dans la sinistrose alors que les forfaits de genre cadre s'accumulent. Il y avait Nkunku, il y avait Mike Maignan, il y avait Paul Pogba, il y avait N'Golo Kanté les dernières semaines, les derniers mois. Donc c'est bien sûr l'hécatombe du côté de l'équipe de France. C'est avant le mondial, bien sûr, écrit Guy Stéphane, qui reprend les éléments de langage de Deschamps et qui a toujours précisé qu'il ne souhaitait pas avoir dans son groupe un joueur blessé, cela pouvant perturber la préparation du mondial. Donc c'est vrai qu'après ça, il y a eu des commentaires. Donc par exemple, cette personne sur Twitter, faudra expliquer comment il a pu reprendre les entraînements et faire 90 minutes en match amical quelques jours plus tard. Souvenez-vous, ce Real Madrid, les Ganes, je crois, où il avait joué en match amical. Pourtant, là, du côté de l'équipe de France, que ce soit Guy Stéphane, Deschamps, même le médecin de l'équipe de France avait dit que Benzema ne pouvait pas jouer cette Coupe du Monde. Et pourquoi alors, seulement à peu près 5-6 jours après, il a pu jouer avec l'équipe du Real Madrid. Ça, c'est un gros point d'interrogation. C'est vrai que même son ancien agent et ami proche, Karim Jaziri, sur Karim. Une semaine après sa blessure, Benzema s'entraînait à Madrid et quelques jours plus tard, il jouait 30 minutes en amical. Mais pour l'équipe de France, il n'était pas prêt. Continue à mentir, la vérité arrive. Donc voilà, ce que dit l'ex-agent et un grand copain de Karim Benzema, là, on va savoir vraiment ce qui s'est passé par rapport au cas Karim Benzema en équipe de France. Romain Molina a déjà dit quelques infos, mais je pense bien sûr qu'on en saura beaucoup plus dans les prochains jours.
On va parler aussi d'Edinson Cavani, souvenez-vous de son mondial. Donc vous savez que l'Uruguay est sorti en phase de poule à deux doigts. Ils auraient marqué un but de plus lors du dernier match contre le Ghana. Ils auraient été qualifiés en huitième de finale. Mais voilà, ils ont un peu pété un câble, ils se sont pris à l'arbitre. Cavani avait jeté au sol l'ordinateur de l'assistance vidéo, de la VAR en gros. Et Edinson Cavani et José Jiménez risquent 6 mois de suspension en championnat pour leur acte violent à la Coupe du Monde après cette rencontre. Pourtant gagné contre le Ghana, mais ils n'avaient pas été qualifiés parce qu'en gros ils auraient pu bénéficier d'un ou voire deux autres pénaltys, mais l'arbitre n'avait rien dit. Bref, en cas de suspension par la FIFA, les deux joueurs ne devraient pas rejouer avec leurs clubs respectifs jusqu'à la fin de la saison. Ils pourraient être suspendus 6 mois par rapport à ce qu'ils ont fait tout simplement lors du match contre le Ghana. Quand Manuel Lanzini chambre Lucas Paqueta en lui demandant où est la Coupe du Monde à Lanzini, qui est un joueur argentin, il n'a pas joué la Coupe du Monde, mais il a Lucas Paqueta, qui est un joueur brésilien, dans le même vestiaire, du côté de West Ham, puis il lui a demandé où est la Coupe du Monde pour le Brésil, parce que c'est bien l'Argentine qui a remporté la Coupe du Monde. Et voilà, il a pris ça à la rigolade, bien sûr, Lucas Paqueta. En guise de remerciement pour leur parcours historique lors de la Coupe du Monde 2022, le tramway de Rabat s'est mis aux couleurs des Lions de l'Atlas, couleur rouge avec à l'effigie les joueurs marocains par rapport bien sûr à cette Coupe du Monde qui a été magnifique. 4e place pour le Maroc et c'est bien sûr historique pour une équipe africaine. Kevin De Bruyne, les gars, revient sur le niveau de la Belgique. Il a dit les 2 dernières années n'ont pas été bonnes. Si vous regardez, vous remarquez que nous n'avons pas joué un bon football depuis un moment déjà. Nous n'avons pas gagné beaucoup de matchs non plus. Donc il sait que voilà, c'est cette génération au nord du côté de la Belgique. Que depuis quelques temps quand même, le niveau du foot est bien moins inférieur par rapport à avant. Où bien sûr ça produisait vraiment du très très beau football. Maintenant on sait que c'est un peu plus compliqué. On a pu le voir bien sûr lors de cette Coupe du Monde. Ils ont déçu totalement les Belges. On va parler aussi de cette équipe qui a déçu énormément, c'est l'équipe brésilienne. Pendant que l'Argentine fait la fête, le Brésil applaudit son voisin mais s'interroge sur les raisons de ce nouveau fiasco 20 ans après son dernier sacre en Coupe du Monde. C'est vrai que maintenant l'Argentine, ça y est, ils ont attendu 36 ans, c'est fait pour l'Argentine. Mais côté brésilien, ça fait 20 ans. Donc on est en 2022, la dernière fois c'était en 2002, donc ça fait déjà 20 ans, donc en 2026, ça fera 24 ans que le Brésil n'a pas gagné la Coupe du Monde. Brésil quand même avec 5 Coupes du Monde, donc pour eux ça fait trop longtemps, je crois que c'est la première fois, ça fait tant d'années, première fois qu'ils n'ont pas remporté de Coupe du Monde en gros. Et du coup voilà, ça commence à être un gros problème du côté de la Seleção. Et concernant Tite, vous savez qu'il a été licencié de son poste d'entraîneur. Et courage à lui, selon les informations du média local UOL, donc un média brésilien. Celui qui a quitté le banc du Brésil il y a quelques jours aurait été agressé dans les rues de Rio de Janeiro. L'équipe de presse de Tite aurait déjà confirmé l'incident. Donc il aurait été pris à partie par une ou plusieurs personnes. Voilà, donc on envoie beaucoup de force bien sûr à Tite. Et qui sera le futur sélectionneur du Brésil? Parce que pour l'instant, il n'y a toujours personne. Et le successeur de Tite sur le banc du Brésil devrait être un entraîneur libre, étranger et expérimenté. Le profil de Zidane séduit parce qu'il rentre parfaitement dans ce que cherche en gros la fédération brésilienne, un entraîneur étranger, il est français, libre. Il est libre, Zizou, expérimenté, même si il n'a pas coaché plus de 20 ans, Zizou, mais il a coaché 3-4 ans. Mais voilà, on peut voir qu'il y a eu les résultats ont été là avec des Ligues des Champions, des titres remportés. Donc Zidane correspond parfaitement au profil dressé. Donc voilà, bien sûr, si ce n'est pas l'équipe de France pour Zidane, ce sera peut-être la Seleção. Toujours avec les infos transferts, vu qu'on parlait de Zidane, peut-être au Brésil. On va parler de Matheus Cunha. Ça y est, c'est officiel, ça a été fait hier. Donc, l'Atlético de Madrid est prêté à Wolverhampton pour 50 millions d'euros. Wolverhampton, n'oubliez pas, j'en ai parlé tout à l'heure, le championnat, ils sont derniers. Donc, il va falloir qu'ils se ressaisissent. Mais peut-être avec Matheus Cunha, c'est un renfort de poids pour avoir pour objectif le maintien en première ligue. Du coup, voilà, 50 millions d'euros, voilà, c'est fait. Et le père de Matheus Cunha, il a dit par rapport à son fils, et du côté de l'Atlético, dans le système de Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético, il est impossible pour un attaquant de réussir, c'est très difficile pour un attaquant de réussir du côté de l'Atlético. Donc en gros ça s'est mal passé avec Matheus Cunha, on sait que ça se passe mal aussi avec Félix qui a envie de partir du côté de l'Atlético. C'est que Diego Simeone il a plus vraiment un schéma de jeu vraiment défensif. C'est vrai qu'offensivement c'est compliqué pour les offensifs de s'exprimer du côté de l'Atlético. Donc voilà ce que dit le père de Matheus Cunha par rapport au schéma de l'Atlético qui a été en gros un frein pour son fils. Concernant Cody Gakpo, donc accord complet entre Manchester United et le PSV pour Cody Gakpo, donc ça sent bon son départ du côté de la première ligue, du côté de Manchester. Un contrat jusqu'en juin 2028 attend le néerlandais, montant du transfert 55 millions d'euros et
plus bonus. Voilà, ça pourrait se faire là dans quelques jours dès l'ouverture du mercato hivernal. Donc ce sera un gros coup bien sûr pour l'équipe de Manchester United et une grosse somme d'argent récupérée pour le PSV. Luis Suarez, les gars, devrait signer du côté de Grêmio. Un contrat jusqu'en 2024 attend l'Uruguayen au club brésilien. Actuellement, il est libre. Voilà, vu qu'il avait résilié, enfin, il est en fin de contrat avec son ancien club de national en Uruguay et il devrait rejoindre le championnat brésilien pour les 2 prochaines années. Luis Suarez, peut-être pour objectif de rester avec l'Uruguay pour jouer la future Copa América. Concernant Enzo Fernandez, qu'on parle beaucoup parce qu'il a fait un énorme mondial, et Liverpool a formulé une offre de 100 millions d'euros pour Enzo Fernandez. Le problème, offre refusée par les dirigeants du Benfica qui tiennent à avoir sa clause libératoire. Je crois que c'est 120 millions d'euros. Donc voilà, Liverpool va devoir encore aligner 20 millions d'euros en plus s'ils veulent s'offrir la pépite Enzo Fernandez. Et un nouveau look pour Enzo Fernandez, voilà, toujours en vacances actuellement, il fait toujours ce titre de champion du monde, donc nouvelle couleur de cheveux pour Enzo Fernandez, peut-être futur joueur de Liverpool. Concernant Chelsea qui a fait une offre d'environ 40 millions d'euros à l'AS Monaco pour Benoît Badiachil, le défenseur monégasque. Donc Manchester United est également à l'affût pour le défenseur français qui sera libre en juin 2024. Voilà, Chelsea pourrait passer à l'action concernant Benoît Badiachil. On va parler d'un autre défenseur français, c'est William Saliba. On peut voir qu'Arsenal souhaite le renouvellement des contrats donc de Saliba. Il y a aussi Martinelli et Bukayo Saka, d'après Fabrizio Romano. Donc en plus 3 joueurs cadres de l'équipe de Arsenal cette saison. Donc je pense que bien sûr les 3 vont prolonger très prochainement du côté des Gunners. Concernant N'Golo Kanté, vous savez que Kanté, toujours blessé, devrait revenir normalement fin février en compétition, parce que quand même il a une blessure qui le gêne comme depuis pas mal de temps. Regardez, il a loupé la Coupe du Monde. Bref, donc l'équipe de Al Nasser en Arabie Saoudite est intéressée par le milieu de terrain français N'Golo Kanté qui sera en fin de contrat en fin de saison. Donc le joueur voudrait rester en priorité quand même dans un club londonien. Donc en Londres, il y en a pas mal, de grands clubs à Londres, mais n'est pas totalement fermé à l'Arabie Saoudite. Voilà, donc tout est dit dans N'Golo Kanté, peut-être futur joueur du côté de l'Arabie Saoudite. Donc moi j'espère les gars qu'il restera en Europe bien sûr N'Golo Kanté. Et quand on parle d'Al Nasser, on pense aussi à Cristiano Ronaldo et c'est confirmé pour Ronaldo. Donc c'est Marcelo Salazar, le directeur sportif d'Al Nasser qui s'exprime sur CR7, cité pour rejoindre l'Arabie Saoudite, donc Al Nasser. Il confirme à demi-mot l'intérêt de son club pour le quintuple Ballon d'Or. Donc il n'a pas dit officiellement oui on va recruter, mais voilà il y allait sur quelques mots. Il a parlé de CR7. Donc il a dit je n'ai pas le droit de dire oui ou non, sourit-il dans un entretien pour Flashscore à propos de la volonté de son club de le recruter en parlant de CR7. Attendons de voir comment les choses se dérouleront jusqu'à la fin de l'année. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une négociation d'une ampleur énorme, non seulement pour le club mais pour le pays et pour le football mondial et qui doit être menée par des instances supérieures. Voilà, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. En gros, la signature surtout d'un joueur comme Cristiano Ronaldo, ça prend du temps et pour lui, il ne peut pas dire oui ou non. Mais bon, voilà, bien évidemment que l'équipe de Al Nasser veut absolument Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est lui qui a dit ça. Il parle aussi toujours de CR7 et l'un des meilleurs de l'histoire du football. Il a toujours été un exemple pour moi en tant qu'athlète, pour la volonté, donc il fait preuve pour gagner. Donc voilà. Et je l'ai toujours soutenu également. N'oubliez pas que Cristiano Ronaldo, s'il venait bien sûr à signer du côté de Al Nasser, donc les dernières informations provenant d'Espagne font état d'un contrat de 2 ans avec un salaire mirobolant de 200 millions d'euros par an, ce qui ferait 400 millions d'euros pour Cristiano Ronaldo sur 2 ans. C'est totalement fou des chiffres comme ça. Et après il aura un rôle d'ambassadeur pour l'Arabie Saoudite, notamment pour la candidature du Royaume pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 serait également prévu dans le deal, voilà, s'il venait à signer du côté de Al Nasser. Donc pour l'instant c'est pas encore officiellement fait, mais bon d'après ce directeur sportif de Al Nasser, il y a des pourparlers et maintenant on verra parce que là tous les championnats reprennent et bien sûr Ronaldo va devoir se décider très prochainement. Et concernant la sœur de Cristiano Ronaldo, qui réagit souvent par rapport à la carrière de son frère, donc Elma Avero a publié une story dans laquelle elle s'est moquée des rumeurs qui disent qu'elle et ses autres sœurs devront prendre des cours intensifs en Arabie Saoudite. Elle a dit la blague pour bien terminer l'année, en gros, alors que son frère n'ira jamais à l'équipe du côté de Al Nasser. On verra bien sûr ce qui sera fait là dans les prochains jours. Et au cas où Cristiano Ronaldo, même N'Golo Kanté, a signé avec Al Nasser, il pourrait affronter Lionel Messi le 19 janvier prochain. Bon, pour Kanté, ce serait plus en fin d'année, plutôt, ce serait pour Ronaldo, donc il pourrait avoir un Ronaldo contre Messi, parce que ça serait l'occasion de la Riyad Saison Cup. Donc Al Nasser et Al Hilal jouera contre le Paris Saint-Germain là, le 19 janvier prochain, parce que le PSG se rendra du côté de l'Arabie Saoudite pour un petit tournoi. Ils joueront contre ces deux équipes en gros, et voilà, du coup, si Ronaldo joue là-bas, Messi jouera contre Cristiano Ronaldo.
Toujours avec Cristiano Ronaldo CR7, mais à l'époque les gars, c'était CR5, c'est lui qui avait remporté le Ballon d'Or 2017, son dernier Ballon d'Or, puis après ça a été compliqué pour Ronaldo pour gagner les autres Ballons d'Or. Donc je suis le meilleur joueur de l'histoire. Regardez la une du journal France Football, le lendemain du Ballon d'Or, le dernier remporté par Cristiano Ronaldo. Donc pourquoi Mbappé peut faire de beaux rêves avec le Ballon d'Or. Donc c'était en 2017, donc il n'a toujours pas remporté le Ballon d'Or Mbappé, j'espère très prochainement. Mais on revient nous sur Cristiano Ronaldo, le Ballon d'Or 2017 CR5. Et n'oubliez pas, c'est vrai qu'à l'époque, maintenant c'est vrai qu'il est beaucoup critiqué par rapport à ses performances à Manchester, voilà tout ça avec le Portugal. Mais il ne faut pas oublier les gars la carrière exceptionnelle de Cristiano Ronaldo. Par exemple, les stats de CR7 en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Plus de 101 matchs, 105 buts et 31 passes décisives. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est des stats complètement fous pour Cristiano Ronaldo. Quand CR7 décide de prendre les choses en main, donc par exemple, tiens quelques matchs, Real Madrid contre Wolfsburg, donc c'était un match retour, donc au match aller, les gars, Wolfsburg s'est imposé 2-0 chez eux, voilà, pour se qualifier pour le tour suivant de la Ligue des Champions. Et au match retour, voilà, Ronaldo a pris les choses en main et une victoire 3-0 et du coup qualification du Real Madrid pour la suite de cette Ligue des Champions. La même chose lors de ce Real Atlético Madrid, où là aussi triplé de Cristiano Ronaldo pour offrir la victoire et la qualification contre le voisin de l'Atlético. La même chose contre le Bayern Munich. Ça s'est joué après prolongation et du coup 6-3 après prolongation pour le Real Madrid où Ronaldo avait été de nouveau étincelant, un triplé pour CR7, 105e ou même 110e minute dans la prolongation, ou par exemple du côté de la Juventus contre de nouveau l'Atlético Madrid, où là aussi il avait inscrit bien sûr son triplé CR7. Et regardez les buts inscrits par Cristiano Ronaldo en club contre chaque pays. On peut voir par exemple en Espagne, donc plus de 350 buts. Bon, normal, il a joué du côté du Real, donc souvent en Liga, tout ça, donc il a marqué pas mal de buts. En France, 14 buts contre des équipes françaises, contre le PSG, contre Lyon, contre l'équipe de Marseille, voilà, en Ligue des Champions, 132 en Angleterre, 9 du côté du Portugal, 28 en Allemagne ou même 6 en Suède. Voilà, quelques infos de plus sur CR7. Et toujours avec CR7, à l'époque, la BBC, la MSN, donc Messi, Suarez, Neymar et Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo, deux trios légendaires bien sûr du football. Et toujours avec Ronaldo contre Zidane lors de la Coupe du Monde 2006, c'était lors de la demi-finale France-Portugal où l'équipe de France est imposée 1-0 contre le Portugal en demi-finale de la Coupe du Monde 2006. Donc voilà le duel Ronaldo contre Zizou qui jouait son avant-dernier match de sa carrière. On va parler d'un autre Portugais, c'est Rafael Leao. Est-ce que j'aimerais jouer à l'étranger à l'avenir? Il a dit oui dans le futur, mais pour l'instant je suis concentré sur l'équipe de Milan cette année. J'aime bien Arsenal, il joue très bien. Donc voilà, pour l'instant il est du côté de Milan. Il est en fin de contrat en 2024 et peut-être dans le futur, d'ici 1, 2, 3 ans, j'en sais rien. Il pourrait aller ailleurs parce qu'il serait tenté à l'étranger. Donc peut-être en première ligue, ce serait peut-être un championnat qui pourrait le séduire. Et Léo connaît ses classiques, voilà sa dernière story Instagram, en gros il regarde le film Maman j'ai raté l'avion, voilà, il est classique bien sûr, du côté de la télé. On a appris une très mauvaise nouvelle ce week-end les gars, c'est le club d'Aubagne, donc National 2, donc en gros 4ème division française, a annoncé samedi le décès de son joueur Adel Santana Mendy, tué par arme à feu dans le 14e arrondissement de Marseille. Le jeune attaquant était notamment passé par le centre de formation de l'Olympique de Marseille. Donc le meurtre d'Adel Santana Mendy, vendredi dans sa cité de la Méditerranée, bouleverse tous les acteurs locaux. L'attaquant d'Aubagne à 22 ans était une figure très appréciée et il rêvait enfin de percer chez les pros. Voilà, National 2, c'est quand même 4ème division française, c'est déjà pas mal, bien sûr tu peux faire le tremplin, surtout il avait 22 ans, donc bien sûr on lui envoie nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Voilà, triste info les gars que je vous partage aujourd'hui. Une petite photo de Paul Pogba qui profite de ses vacances à la neige. Voilà, Paul Pogba actuellement en vacances tranquille à la neige, donc bonne nouvelle pour Paul Pogba. Neymar en Umbro photo collector, là où tout a commencé du côté de Santos. Bien sûr Neymar, je me souviens, je regardais des classiques de lui, en gros c'est compile but, compile dribble, je me souviens sur YouTube il y a pas mal d'années sur Neymar quand il évoluait du côté de Santos. Voilà quelques photos de Neymar avant de signer du côté du FC Barcelone. Des photos aussi à l'ancienne comme Cristiano Ronaldo, comme Léo Messi ou même comme le légendaire Ronaldinho, même Zidane en 91 lorsqu'il évoluait encore à Cannes, c'est vrai qu'il a évolué du côté de Cannes, Zinedine Zidane. Vous les reconnaissez, regardez cette personne sur Twitter, vous pouvez le suivre, Jed Ai Master, donc il a fait ses illustrations magnifiques de jeunes joueurs à l'époque. On peut voir Léo Messi, on peut voir
Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé, Lewandowski ou même Mohamed Salah, ou même Gareth Bale, donc voilà quelques-uns, même des autres jeunes joueurs. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question plutôt compliquée. Qui est ce Père Noël? Ou bien sûr c'est un footballeur caché derrière, donc vous allez dire il n'y a pas beaucoup d'indices, c'est juste par rapport aux yeux où on peut voir. Donc voilà, je vais vous montrer ses yeux, je vous donnerai la réponse ce soir. Vraiment, moi j'ai quand même réussi à trouver, dès que j'ai vu, ça m'a pris quand même peut-être 20 secondes, mais j'ai trouvé. Donc bravo ceux qui trouveront, je vous donnerai la réponse ce soir les gars. Première info, je vous dirai qui est ce footballeur caché bien sûr derrière cette barbe du Père Noël. Donc bravo à tous ceux qui trouveront. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir les gars à 21h pour la deuxième partie de l'épisode. Bonne journée à vous et à ce soir.